suis né à Ménestérol-Montpont le 7 octobre 1937, mais j'ai vécu pendant plus de 20 ans à Massugas, une petite commune proche de Pellegru, de Ginsac, chez mes parents qui étaient à l'époque métayers à Malaussade. D'accord. Alors il y a des souvenirs d'école un petit peu, ou de cette période de l'enfance? Oui, on peut évoquer très succinctement quelques clichés de cette période pendant la guerre. Outre la culture des topinambours, moi je me souviens d'un épisode qui m'a beaucoup marqué. C'était donc dans les années 42, j'avais 5 ans, et mes parents m'ont envoyé chez M. Chaillot, à Ginsac, boulanger, 3 km avec mes petites pattes, ce n'était pas rien, et je suis arrivé alors que déjà il y avait une longue file de personnes qui attendaient avec les enfants. Et j'étais pratiquement le dernier de la file, et lorsque le pain était cuit, M. Chaillot est sorti et a salué tout le monde et a dit « Bon, maintenant, ceux qui ont des bons de pain, vous passez les premiers. » Et moi, à 5 ans, j'avais un bon de pain parce que mon père cultivait le blé, et chaque sac donnait droit, je crois, à 18 ou 19 grosses miches. Donc, j'ai remonté la file. Et ça m'a frappé, ça me frappe encore, parce qu'en remontant la file, je doublais des personnes que je connaissais, y compris des enfants de mon âge, et notamment de réfugiés. Et puis, à cet âge-là, on ne réalisait pas tout ça, mais donc j'ai eu droit à ma miche, le premier servi, et je me souviens, et ça évoque certaines photos qui sont très couramment utilisées de cette époque, et j'avais avec ma culotte courte et mes bretelles, le pain sous le bras, et je courais, j'étais tout content, mais avec du recul, je mesure à quel point cette période était ingrate. Eh oui, bien sûr, oui. Ça va être difficile pour un enfant de 5 ans de se dire je vais passer devant tout le monde. C'est une épreuve finalement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je comprends. Oui, d'autres souvenirs de cette période, avec du recul, le paysan, même dans sa pauvreté, et c'était le cas de mes parents, était bien heureux. Par rapport bien évidemment à ceux qui habitaient en ville. Tous les dimanches, on avait droit au poulet rôti, à la tourte aux pommes bien cuite, à point, et on ne mesurait pas la chance que l'on avait. Et alors quand on avait également à la grange une vache, une brette, c'était le paradis, parce qu'on avait un petit déjeuner avec du lait le matin, le fromage, le yaourt, le beurre que ma mère confectionnait. C'était une période, enfin pour moi, admirable, parce qu'à cette époque-là, on ne mesurait pas la souffrance de ceux qui n'avaient pas cette chance. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous étiez en ville, même, je pense, même en ville à Sainte-Foy, une petite ville, oui, mais tout à fait. C'était le cas. Oui, j'avais des chaussures, comme tout le monde, mais des galoches neuves avec de belles semelles en bois. Et c'était possible parce que, à l'époque, M. Osery, qui fabriquait des galoches à Ginsac, vous avez donné une belle paire de galoches, moyennant une paire de poulets. C'était un poulet par galoche. Le troc organisé. Mais j'avais bien besoin de galoches parce que depuis où j'habitais jusqu'au bourg de Massugas,
qui à l'époque comptait 2 classes de 30 ou 35 élèves chacune, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réfugiés et de salariés agricoles, ce qui, depuis 20 ans, il n'y a plus d'école à Massiouas. Eh bien, pour aller à cette école, j'étais obligé de traverser sur 2 kilomètres des bois épais, matin et soir, et je me souviens qu'une fois, par temps d'orage, je m'étais perdu. Oula. Je m'étais perdu et recueilli assez loin de ma route traditionnelle par une famille qui m'avait reconnu et qui était allée le signaler à mes parents. Ah oui, d'accord. Tiens, c'est ouais. Une histoire d'enfance encore, mais toujours des trucs un peu angoissants à cet âge-là. J'imagine. Hein. Ensuite, fils de paysan, je suis allé dans l'école supérieure du Priolat, qui appelait à cette époque collège, et qui en fait continuait également les classes du second cycle, lycée. Et c'est vrai qu'à cette époque, c'était un peu spartiate. Et je me souviens donc de l'hiver où il y a eu 70 cm de neige. 56 peut-être. Oui, 56. Oui. Et donc en février, où tous les palmiers de l'avenue Paul Bert avaient gelé. Et dans ce grand dortoir des premiers étages, il y avait des poêles que l'on n'avait jamais utilisées, sinon, quand même, ce jour-là, on a essayé de l'allumer. Ouais. Et en haut du tuyau, il y avait un nid d'oiseau qui avait bouché le tuyau, si bien que ça fumait tellement qu'on a été obligé, par moins 28, d'ouvrir toutes les fenêtres au risque de s'enfumer. Ce sont des épisodes qui font sourire aujourd'hui, mais oui, mais qui à l'époque, parce que il n'y avait pas le progrès ni des vérifications obligatoires justement au niveau de ce genre de trucs pour aller autre. Alors bon, j'ai débarqué dans la ville de Bordeaux en qualité d'étudiant en PCB, parce qu'à cette époque on commençait les études de médecine par une année donc, de sélection, ça s'appelait PCB, physique, chimie, biologie. Il est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants de paysans à cette époque, mais bon, je ne suis pas trop mal débrouillé, encore il fallait s'accrocher. Ça ne devait pas être évident, j'imagine. C'était un milieu bourgeois, j'imagine, plutôt qu'autre chose. Et puis, que puis-je dire, pour payer, même si mes parents m'aidaient beaucoup, mais pour payer mes études, je travaillais le soir. Je distribuais des tracts, encore, ce n'était pas encore très bien à rentrer dans les mœurs. Et surtout, j'avoue que j'allais aider, parce que mon logement était proche de Mériadec, j'allais aider à décharger les camions entre 11h et 3h de la nuit. Faire un petit pactole. Alors c'était dur, effectivement, le lendemain matin, quand il fallait être ça devait pas être facile, oui. À l'hôpital en stage. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de ces études à cette époque-là? Je respecte énormément mes maîtres, qui étaient des chefs en matière de clinique. Je pense à la famille Tressac, à la famille Saric, à Leng-Lévy. Et ce qui primait, c'était la clinique, et les examens complémentaires, il n'y en avait que faire. Et moi, je trouve que c'était assez extraordinaire. J'ai essayé de le garder pour ma propre gouverne. Ça n'a pas toujours, surtout en fin de pratique médicale, ça n'a pas toujours été compris par la clientèle qui en voulait plus, les scanners, les IRM en
tu en voilà. Alors que la clinique, la véritable sémiologie que nos maîtres nous ont enseignée, suffisait dans la plupart des cas de faire un diagnostic et un pronostic. Alors, oui, on peut évoquer les grandes salles communes où il y avait une trentaine de lits, et évidemment on imagine que cette promiscuité n'était pas particulièrement favorable au repos et à la guérison. Mais c'était ainsi, les grandes salles communes de l'hôpital Saint-André à l'époque, c'est comme ça, avec les toilettes n'étaient pas fréquentes, donc vous imaginez les effluves, surtout dans certaines spécialités. C'était ainsi. Mais ce n'était pas la cour des miracles, parce qu'il y avait des réussites véritablement cliniques, justement à cause de cette connaissance parfaite de la sémiologie clinique que nous enseignaient ces maîtres. Et enfin, ensuite, pour des raisons familiales, je suis allé terminer mes études à Montpellier, où je trouvais exactement tout à fait le même C'est une climat. fac très réputée, Montpellier. Oui, mais ça coïncidait donc à cette époque avec l'arrivée massive des pieds noirs. Ah oui. Et très spécialement à Montpellier, qui a vu sa population, y compris étudiante, doubler ou tripler en l'espace de quelques mois. Et il a fallu donc que la faculté de médecine s'organise et a fait appel à des élèves de quatrième pour enseigner. Et personnellement, il m'avait été dévolu l'enseignement de l'anatomie à travers donc les dissections en accompagnant donc les prosecteurs. Alors que je n'avais pas une vocation spéciale à venir dans la chirurgie. Pour moi, c'était la médecine générale et je m'en félicite. Donc, après un stage à l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot, je débarque donc à Sainte-Foy-la-Grande, en association avec le docteur Jean-Jacques Artoma, qui avait une clientèle excessive. Et malheureusement, je peux dire que je n'ai pas eu long loisir pour apprécier ce brave homme, car il a été très vite atteint d'une maladie expéditive en peu de mois. Et je crois qu'il est décédé en novembre 68, donc très rapidement. Donc j'ai hérité, dans la mesure de mes capacités, de ce surplus de clientèle, avec le souci d'essayer de la conserver, autant faire se peut, pour, et d'une part, son gendre, Bernard Elzière, qui faisait son service militaire, et sa fille, qui était à l'époque, je crois, en quatrième année de médecine. Ah oui, pendant 3 ans, j'ai cravaché dur pour maintenir à flot cette clientèle qui était surdimensionnée. Nous allions à Monestier, aux Fougères, près de Pellegru, au-delà de Loubès-Bernac. C'était véritablement donc de grandes expéditions. Et je me souviens d'une épidémie de grippe en 69, où il y avait tellement d'appels à domicile que j'ai été obligé de suspendre les consultations qui étaient extrêmement fréquentées à cette époque, pendant 3 semaines. Ah oui, quand même.
Et tous les matins, j'avais réussi à obtenir l'autorisation d'avoir ce qu'on appelait une remplaçante. Mais en principe, un remplaçant, c'est quand le titulaire n'exerce pas, et donc de pouvoir fonctionner à deux. Et le matin, on se répartissait donc les zones. L'un partait vers l'ouest, l'autre vers l'est, et on ne se revoyait pratiquement que le soir, tellement il y a eu d'appels à domicile. Voici quelques épisodes donc, de l'activité. Bon, ensuite, M. Bernard Hézières est arrivé, puis malgré les ponctions donc, de la famille Hézières, je me suis donc déplacé place Jean Jaurès, et là j'ai été obligé, compte tenu de l'importance de la clientèle, de faire appel à un collègue, associé cette fois-ci, donc la personne du docteur Chavaroche. Et ensuite, Laure Scotto et j'arrive Dufresne pour finir. Ce qui me frappe quand je compare le début et la fin de mon exercice, c'est qu'au début, nous étions dans la filiation donc, de tout clinique, et véritablement très accessoirement des examens complémentaires. C'était encore l'époque, dans les années 60, de la tuberculose. Et donc l'importance de la radio, mais à travers essentiellement la radio pulmonaire, ou la scopie pulmonaire. C'était pratiquement l'un des rares examens, puis la numération formule EVS. Quant au reste, c'était très exceptionnel de demander une glycémie. Bon, une glycémie, il y a des diagnostics cliniques qui permettent de détecter le diabète. Le diabète, par définition, lorsqu'on a soif, la polydipsie, lorsqu'on urine beaucoup, la polyurie, et pour un clinicien, il n'y avait pas besoin d'avoir l'odeur d'acétone, il n'y avait pas besoin d'avoir d'examens complémentaires sophistiqués que nous avons aujourd'hui. Probablement qu'aujourd'hui, on peut cerner mieux l'évolution d'un diabète, je ne le conteste pas. Mais bon, c'était une époque. Alors, moi, ce qui me frappe donc entre le début et la fin de mon exercice, donc très peu d'examens cliniques, très peu d'examens complémentaires en début d'exercice, et au contraire, en fin d'exercice, alors une pléthore, au point qu'on se demande où se situe le moindre brin de clinique dans la pratique médicale aujourd'hui. Oui, ce qui m'a frappé aussi, donc, c'est la relation avec la famille face à la maladie et face à la mort. La famille, enfin les malades, n'avaient pas l'exigence, l'obligation de résultats qu'il y a aujourd'hui. Il y avait une confiance spontanée, indélébile aux médecins de famille. C'est là où on arrive à la rupture. C'est que lorsque le médecin a cessé d'être le médecin de famille, il y a eu tout de suite une autre relation. On travaillait sans l'appui des examens complémentaires. On ne se débarrassait, c'est un mot excessif. On allait jusqu'au bout sans faire appel systématiquement à des examens complémentaires et à la vie des grandes pontes. Mieux, on se débrouillait, on se complétait entre médecins de cette fois. J'ai souvent
fait des visites avec un confrère sur la vie d'un malade difficile, et notamment le docteur Coustou, avec le docteur Coustou. Mais donc cette relation, elle était extraordinaire, et ça n'a pas de prix, cette relation-là, même si parfois, financièrement, certains ne pouvaient pas suivre, malgré la modicité des tarifs. Je me rappelle qu'à cette époque, quand j'ai commencé, les consultations étaient à 11 francs, Oui. et les visites, je crois, à 16 ou 17, et souvent j'étais payé en œuf ou en prunes. Pas pour des prunes, mais avec un panier de prunes. C'était donc pas seulement en face de la maladie, mais en face de la mort. Ouais. Et c'était assez impressionnant, ces veillées qui précédaient donc le décès d'un membre de la famille, que l'on passait toute la nuit avec la famille et en présence de certains voisins chers, jusqu'au terme fatal. Et habituellement, enfin en tout cas ce qui me concerne, je participais, le premier, à l'habillage du mort. Et cet accompagnement final n'était jamais facturé. C'était un acte qui concluait un long cheminement ensemble face à l'évolution de la maladie, et qui était sur le plan relationnel assez exceptionnel. Ça devait être fort, oui, j'imagine. Voilà. Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait disparaître j'allais dire l'esprit, enfin je veux dire oui, on peut dire de médecin de famille, voilà. Oui, bon, certains vous diront, avec des cris de joie, la télévision, bien sûr, la télévision avec toutes ces émissions spécialisées sur la médecine, où finalement les familles en savaient plus que le médecin. Urgence ou des choses comme ça. Voilà. Les feuilletons, urgence et compagnie. Alors là, ça peut-être un bien, parce que la médecine est tombée de son piédestal, le médecin est rentré dans le rang, comme le curé et l'instituteur. Il n'a plus ce rôle prépondérant de notable, dont la parole n'est jamais mise en doute. Mais ce n'est pas par rapport à la relation avec la maladie qui c'était peut-être favorable, mais c'est la relation avec le malade et la famille qui a été cassée, avec donc l'arrivée de ces émissions dites spécialisées de vulgarisation et autres, oui. Et mises à portée de tout le monde, mal interprétées parfois, ou mal comprises en tout cas. Non, et puis un autre élément également, c'est l'arrivée massive de la chimie, plein pot, avec donc des possibilités de prescrire tous azimuts des produits qui n'avaient pas été suffisamment éprouvés sur les effets secondaires que l'on découvre 10 ou 25 ans après. Enfin,
C'est exact. Je pense à plusieurs médicaments, comme bien évidemment le Distilben, ou des anti-inflammatoires dont on a perçu 15 ans après les effets nocifs. Et puis alors, les antibiotiques. Alors là, ça a été la profusion des antibiotiques à tout va, dont on paie maintenant probablement les pots cassés. L'évolution des maladies, donc j'ai parlé de la tuberculose. Je pourrais parler aussi d'une maladie que je n'ai vue que dans mes 3 ou 4 premières années d'exercice et pour lesquelles j'étais préparé puisque j'étais formé à Montpellier, la fièvre de Malte, la brucellose. Et pour ceux qui ont eu la chance d'être à Montpellier, laissez passer parce que c'est une maladie assez exceptionnelle et il y en a eu beaucoup de cas, surtout dans le secteur de Margoron, notamment au Pirail, ou au Vigier. C'était des noyaux de brucellose. Donc voilà des maladies qui ont quasiment disparu. Alors que par contre, bien évidemment, nous le savons tous, quantité de maladies sont mises à proliférer, probablement avec l'allongement de la vie, de la durée de la vie, puisque, encore que les cancers du sein frappent malheureusement les jeunes, relativement jeunes. Non, mais il y a eu donc une évolution de la pathologie, des pratiques aussi, oui, mais surtout c'est la façon d'appréhender le traitement. Le traitement, au début de mon exercice, 1 fois ou 2 fois sur 3, c'était des prescriptions dites magistrales. Voilà. Avec donc des produits naturels, des dosages que l'on appréciait en fonction de la sensibilité de la personne, très spécialement calé sur le poids, sur la façon dont ces organes pouvaient réagir. Et donc, en même temps que la pratique de la médecine, la pratique de la pharmacie a été radicalement modifiée. Donc, le rapport humain, mais également les prescriptions ont radicalement changé, en même temps donc que la pathologie. Et je ne suis pas certain que beaucoup aient gagné à toute cette évolution. Autant les familles, les malades, que les médecins. Oui, d'autant plus que maintenant, les médecins, ils passent en gros 10 minutes, un quart d'heure par malade, alors qu'à l'époque, quelquefois, c'était une demi-heure, 1 heure. Donc la relation était plus longue, je veux dire, à chaque fois. De toute façon, les relations étaient plus longues et ne se préoccupaient que de la maladie, de l'environnement. On avait une vision globale du malade. Aujourd'hui, le médecin, les collègues passent la moitié de leur temps à des pratiques, à des mesures administratives, à remplir des papiers, avec la crainte qu'ils soient aperçus par leur tutelle. Enfin, on n'est plus maître à bord comme on était à l'époque. Oui, ça c'est un peu. D'ailleurs, il y a des tas de métiers où c'est la même chose, si on regarde bien. Mais je vois les assurances. Autrefois, l'assureur faisait son chèque lui-même aux sinistrés. Maintenant, il faut passer par le centre, machin. Et tout. Bon, il n'y a plus ces relations. C'est toujours pas. Tout est devenu comme ça. Mais enfin, en médecine, c'est particulièrement. Enfin, oui, grave. C'est mon opinion à moi. Mais bon,
Parce que, effectivement, le relationnel entre le médecin et son malade est quand même hyper important pour le malade et aussi, je pense, pour le médecin d'ailleurs. Et je crois qu'on a perdu beaucoup à travers cette relation qui, je le dis, était privilégiée et profitait à tout le monde, y compris à toute la famille. Enfin, c'était pas seulement le malade qui en profitait, mais c'était les conseils les conseils simples que l'on prodiguait donc à ceux qui traitaient, aux enfants, parce que en passant, on remarquait des petites anomalies, et on anticipait. Enfin, c'était une période, ouais, bon, on est toujours un peu nostalgique, ça fait son. Moi je dis, c'était la période bénie de la médecine, et avec le peu que maintenant, avec 10 ans de recul, puisque je me suis arrêté il y a 10 ans, ce que les collègues m'en rapportent, toute la paperasserie qui leur bouffe la moitié de leur temps, et qu'ils ne consacrent plus donc à l'exercice de leur art. Tout à fait, c'est sûr que là maintenant c'est devenu un travail. Alors il y a aussi, maintenant passer 19 heures, il faut faire le 15 quand il y a quelqu'un qui est malade à la maison. Ça, j'ai mon avis là-dessus, mais bon, je pense que tout le monde y a perdu, et même pas, enfin, pas davantage de corps, mais comme la relation avec la mort et avec la maladie était différente, on acceptait les échéances que l'on n'accepte plus, avec maintenant donc l'acharnement thérapeutique qui est une ruine pour la liberté, pour la sécurité sociale en outre, mais imaginez la famille qui, soi-disant, a demandé que l'on fasse le plus possible, mais qui pendant un mois, voire plusieurs semaines, est dans l'appréhension quand est-ce que va être l'échéance, etc., voit, malgré les possibilités de soulager que nous avons maintenant, qui sont bien codifiées, enfin, la souffrance ou l'inconfort du malade, c'est quand même pénible pour les familles. C'est une épreuve qui dure. Oui, et même parfois d'un décès subi ou quasiment, qui ne ruine pas la tranquillité de la famille. Ça c'est évident. Hein. D'autant plus que les malades qui ont des maladies incurables, disons, demandent eux-mêmes en général à pouvoir mourir dans la dignité, puisqu'il y a d'ailleurs l'association de ce nom. C'est tout un travail, mais il y a un travail législatif préalable. C'est bien de prévoir les tenants, les aboutissants, tous les cas de figure. Beaucoup de familles, beaucoup de malades m'ont dit bon, il faut que ça passe ou que ça casse. Et c'est vrai que c'est le rapport à la mort, je crois, qui a beaucoup changé et qui explique beaucoup de solutions actuelles. Les gens attendent des miracles, en fait. Peut-être. Alors qu'autrefois, quand il arrivait, enfin le miracle, la guérison non attendue, là c'était un vrai miracle pour les gens. Maintenant, ils attendent tous. On a tous droit au miracle, quoi. Oui, mais la relation a radicalement changé. Moi, je redis avec la télévision, j'ai fait allusion tout à l'heure, mais enfin, tous les médias, tous les journaux ont leur rubrique médicale, tous leurs conseils, et finalement ça fait une cacophonie où on ne sait plus, on entend au marché
c'est un lieu privilégié où l'on raconte tous ces malheurs. Et j'entends tous les conseils, mais comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ouais. Alors d'aller voir un tel bon, d'accord, c'est une autre, ça fait la main des guérisseurs relation. Moi, sur ce plan-là, je terminerai en disant quand même, puisque j'ai fait un peu le procès de la chimie, elle a des résultats extraordinaires. Et on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oh. Mais n'empêche que à une certaine époque, je n'ai pas été parfaitement satisfait des résultats et surtout des complications engendrées par certains médicaments. Donc, à une certaine époque, j'ai tenté, mais avec, hélas, c'est mon ressenti en tout cas, trop de retard, je me suis tourné un peu vers, ou intéressé à l'homéopathie, qui à l'époque était, disons, la médecine douce, alternative, mais qui est toujours, mais il y a tellement d'autres pistes de médecine, médecine douce aujourd'hui qui ont pignon sur rue et qui donnent des résultats extraordinaires, sans avoir les conséquences néfastes de la thérapeutique allopathique. Voilà, oui, d'accord. Ok. Bon, alors maintenant, vous êtes à la retraite. Alors, on va faire une petite parenthèse. Comme vous avez été élu en 83, ici à la mairie de Sainte-Foy-la-Grande, vous avez été conseiller général en 88 et maire en 89, mais là, vous étiez toujours médecin en même temps. Oui. Alors là, il y a aussi une évolution de la fonction d'élu, enfin, quel que soit le ou les fonctions, justement, qui a évolué, parce que maintenant, ce ne serait plus possible. Voilà. Certains, enfin, c'est difficile, certains le pratiquent, mais enfin, bon, ils ont des équipes voilà, oui. qui les accompagnent extrêmement fournies, pertinentes, etc. Non, c'est vrai que, bon, dans un premier temps, Pierre Lard, qui était maire depuis 1959 de Sainte-Foy-la-Grande et qui conduisait donc la municipalité en même temps qu'il était directeur de l'hôpital, puis ensuite conseiller régional, conseiller général, a fait appel à moi en 1983, sur une liste où je suis resté simple conseiller municipal, avec, me semble-t-il, dans la dernière année, un poste d'adjoint, en remplacement de M. René Castan. Et j'ai été candidat, sur préconisation de Pierre Lard, qui faisait un peu la pluie et le beau temps en pays foyen, candidat donc aux élections du Conseil général, où j'ai été élu, menant de front effectivement conseiller général, puisqu'après en 89 j'ai été élu maire, donc médecin, et j'avais trouvé en même temps la possibilité, pendant les week-ends, de me consacrer à des études d'homéopathie. Alors c'était une époque où, bien évidemment, je ne comptais pas les heures, mais où il était encore possible de concilier toutes ces charges sans être submergé. Voilà, oui. Et au fil des ans, les choses se sont compliquées pour les élus, et à moins d'avoir des équipes solides, on ne peut plus cumuler les mandats avec une profession très prenante.
à moins de le faire approximativement. Mais c'était possible dans les années 90. C'était avant l'émergence des pays, voilà. Avant surtout l'émergence de la communauté de communes. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas dire, je ne cumule pas les mandats, mais je cumule des missions qui sont extrêmement prenantes, que ce soit au niveau de la municipalité de Sainte-Foy où je suis adjoint, et surtout, ce qui me prend beaucoup de temps aujourd'hui, c'est la communauté de communes avec le poste de vice-président en charge de l'économie et du tourisme. Donc là aussi, mais plus tardivement par rapport à la médecine, une évolution considérable. On peut se demander aujourd'hui jusqu'où ça va aller. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est sûr que là maintenant on voit bien, tous les maires même de petits villages sont, autrefois ils venaient une fois par semaine à la mairie, puis ça allait, quoi. Ah, oui, oui. Bon, c'est une bonne chose de ne pas laisser un instant l'esprit divaguer vers autre chose et de se consacrer et de penser en permanence à des projets municipaux. Mais faut-il encore avoir une partie de l'esprit disponible avec toutes les tracasseries administratives qui se sont accumulées. C'est pas, bon, je parlais du millefeuille, bon, à voir, à vérifier de pays et des communautés de communes. Ouais. Non, c'est les inventions qui n'en finissent pas, des démarches administratives, des complications, des délais, enfin, c'est infernal et même c'est presque rédhibitoire d'être véritablement responsable politique aujourd'hui, enfin responsable dans les collectivités. Bizarrement, la venue de l'informatisation de toute l'administration des mairies, y compris des mairies, aurait dû bien simplifier tous ces problèmes. Mais en fait, ils ont tellement surajouté, enfin quand ils ont, il a été tellement rajouté d'autres problèmes que ça c'est encore pire, quoi. Oui, illusion, c'est un peu comme l'économie du papier. Oui. J'avais eu tant de papier dans oui, mais on le voit, oui. C'est vrai. C'est vrai, on le voit, oui. Non, mais une autre évolution aussi, puisque je suis responsable à l'Office de tourisme, ouais. C'est l'évolution donc de cette structure qui, à Sainte-Foy, initialement syndicat d'initiative, a pratiquement 75 ans. Aujourd'hui, justement, avec les nouvelles technologies, c'est un métier qui va radicalement changer et je ne peux pas préjuger véritablement de ce qu'il sera dans très peu de temps. Aujourd'hui, un touriste, et on tient à ce qu'il vienne au pays parce que c'est de l'économie, hein, le tourisme. Un touriste ne vient pas dans une région, dans une contrée, sans s'être au préalable documenté sur Internet. De même qu'une fois sur deux, il a déjà réservé en ligne son hébergement. Oui. Ce qui veut dire qu'à brève échéance, on pourrait s'interroger du rôle du local, de l'hôtesse d'accueil dans un office de tourisme. On peut s'interroger, bon, il y en aura toujours besoin, mais c'est un métier qui évolue, qui a besoin maintenant de professionnels, professionnels du tourisme, donc polyglottes, et surtout qui évoluerait plutôt vers la fonction de conseiller en séjour. Voilà. C'est-à-dire que voilà, le touriste est là et on lui conseille toutes les possibilités, toutes les opportunités à distance, de façon
qu'ils puissent séjourner le plus longtemps possible dans le secteur. Dans le secteur, voilà. Conseiller de séjour, probablement ce sera l'évolution à brève échéance, même si ça l'est déjà, c'est conseillé en tout cas, dans nos offices de tourisme. Sinon, ils n'auront plus de, ils n'auront plus de visiteurs. Oui, bah sinon ils vont être bons pour s'occuper du site et puis rajouter... Voilà, oui, mais ils passent déjà les 2/3 de leur temps à alimenter le site. Déjà. Ça c'est très important parce que du coup, il faut, parce que quand il y a un événement, je suppose qu'il est rajouté sur le site avant, avec les méthodes de réservation si nécessaire, etc. Donc ça devient un travail d'informaticien aux 2/3, quoi. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Le jour où il y aura un bug informatique mondial, je ne sais pas comment on va faire. Il y en a qui travaillent sans doute pour le contourner ou le résoudre, mais effectivement, on peut s'imaginer ça pourrait arriver quand même. Le pire. En attendant, le rôle de Michel Moumont, là, de nos jours aujourd'hui, donc, c'est de diriger essentiellement cet aspect touristique et... Oui, mais avec, et donc, tout récemment à la communauté de communes, le volet qui s'ajoute, de vice-président en charge donc de l'économie. Et là, c'est un challenge relativement compliqué. J'imagine. Quand on mesure, disons, les faiblesses, voire les handicaps du pays foyen, justement pour ce développement économique, l'autoroute qui passe dans la vallée de l'Isle et non dans la Dordogne comme c'était programmé dans les années 90, l'évasion commerciale vers des centres achalandés, et je vise très spécialement le secteur de Bergerac. Disons la précarité aussi de la population, indiscutablement, mais également les difficultés du monde vitivinicole, aussi, qui était quand même porteur des 2/3 de la richesse du pays, qui sont en difficulté. Alors, bon, c'est peut-être ma vacherie pour conclure, peut-être qu'ils ont cru que ça allait durer. Et pour certains, il ne faut pas généraliser, surtout pas, sinon je vais me faire des ennemis, mais ils ont cru que ça allait durer et que donc ils pouvaient investir ailleurs que dans leur exploitation, et que maintenant, avec la mévente du vin, eh ben, beaucoup ont le couteau sur la gorge, et évidemment, l'approvisionnement en deniers sur le pays foyen est moindre. Je sors du contexte vitivinicole, on peut quand même s'interroger, dans l'agglomération, il y a 9 banques, ils ne sont pas kamikazes, c'est qu'il doit y avoir tout de même du grain à moudre. Oui, c'est d'ailleurs... mais d'ailleurs, maintenant, chaque fois qu'un magasin ferme, c'est une banque qui s'ouvre, en gros, quoi. Et c'est partout pareil, hein. Ou un coiffeur, soyons honnêtes. Ou un coiffeur, il faut admettre. Aussi, voilà, non, mais c'était ma boutade, mais elle n'est pas absolument méchante, parce que je suis membre de la confrérie des vins Sainte-Foy-Bordeaux, je suis très sensible à leurs difficultés. Il y a un petit mieux, non, quand même. Il n'y a pas un petit mieux depuis l'année dernière, quand même, non? Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faut le demander, mais c'est vrai qu'il y a un marasme quand même en matière... Enfin, il y a eu une année exceptionnelle en termes de qualité, longtemps. L'année dernière, espérons que... On doit admettre, enfin, moi j'ai beaucoup d'amis jeunes viticulteurs, enfin, eux aussi, ils passent en même temps que moi, mais oui, il me semble que peut-être ça peut aller un peu mieux, mais il y en a eu qui ont
tellement de difficultés que... Voilà. Oui, puis en ce moment, c'est presque oral dead. En plus, ouais, c'est une réflexion. C'est l'année de la biodiversité aussi cette année. Alors il y en a plein qui essayent de modérer un peu leurs apports en produits chimiques toxiques. Oui. Ça c'est un bel effort. Bon, ben, il faut le récompenser aussi. Voilà. Beaucoup, sans devenir véritablement bio, oui, voilà. on levait le pied sur... en agriculture raisonnée. Voilà. Enfin, on parlait des médicaments chimiques. Cet abus, il est partout. Mais de toute manière, apparemment, en plus, il faut, les médicaments et les produits chimiques, ça vient des mêmes groupes mais absolument. mondiaux. Hein. Mais absolument. D'ailleurs, ils se sont diversifiés au cas où s'ils casseraient la pipe, ils auraient la moyenne de se retrouver. Voilà. Non, c'est sûr que ce sont les mêmes. Qui rachètent d'ailleurs même les cliniques. Oui. Comme le Libournais qui a été racheté par un laboratoire ce week-end. C'est les mêmes groupes. Oui. Et ça, est-ce qu'il ne faudrait pas s'en inquiéter un tout petit peu quand même? C'est un autre débat. C'est un autre débat. Notre débat de société. Voilà.